Bien, bonjour à tous, plutôt bon après-midi à tous. Je voudrais moi aussi remercier le professeur Bernard Tessier et les organisateurs de ce colloque de m'avoir convié à y participer. Je trouve que c'est un colloque qui est passionnant parce que, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les colloques aujourd'hui, il est concentré sur un objet précis, la restructuration des branches ou les conventions collectives restructurées, qui est un sujet assez technique, mais ça permet au moins d'aller au fond des choses, et je crois que c'est l'intérêt de ce type de colloque. Alors, cet après-midi, nous allons avoir 2 tables rondes successives. La première sur l'application des conventions collectives de branches restructurées ou regroupées, une appellation qui fera plaisir à Jean-Pierre Fine, et une deuxième table ronde sur dynamique et pratique des négociations de branches, où on quittera peut-être le domaine du droit pur pour rentrer dans la réalité concrète des négociations avec des partenaires sociaux qui ont l'expérience de la négociation. Alors, pour introduire la première table ronde, qui porte quand même sur un sujet assez original, assez spécifique, qui est l'application des conventions collectives de branches restructurées, je voudrais dire à mon tour quelques mots en tant qu'ancien membre du Conseil constitutionnel d'une décision très importante du Conseil, qui est la décision numéro 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, par laquelle le Conseil a validé le dispositif législatif de restructuration des branches. Cette décision est très importante à mes yeux pour 2 raisons. D'abord, parce que le Conseil a, à cette occasion, modifié les fondements constitutionnels de la négociation collective. Depuis 1977, une décision magnifique du 5 juillet 1977 sur la loi sur l'emploi des jeunes, qui était la décision numéro 77-79 DC, le Conseil fondait le droit à la négociation collective sur le 8e alinéa du préambule de 1946. Je cite, « Si le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, dispose en son 8e alinéa que tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical, qu'ainsi c'est au législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect des principes qui sont énoncés au 8e alinéa du préambule, les conditions de leur mise en œuvre, ce qu'il a fait dans le cas d'espèce. Dans la décision concernant la restructuration des branches, le Conseil a modifié les fondements de la négociation collective tels qu'il les avait définis par sa décision de 1977 et appliqués de façon constante. Il y a des dizaines de décisions qui reprennent le considérant de principe de 1977. Il a en effet jugé, je cite, qu'en matière de négociation collective, la liberté contractuelle découle des 6e et 8e alinéas du préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 4 de la Déclaration de 1789. C'est donc la décision du 29 novembre 2019. Ce considérant comporte, par rapport à celui de 1977, 2 innovations. D'une part, il ne se réfère pas seulement au 8e alinéa du préambule de 1946 sur la négociation collective, mais aussi au 6e alinéa, au terme duquel tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. D'autre part, il se réfère à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui constitue, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le fondement de la liberté contractuelle. Cette innovation a donc une double portée. D'une part, elle met l'accent sur le rôle des syndicats en matière de négociation collective, à tel point que je m'étais demandé, est-ce qu'elle revient sur la jurisprudence traditionnelle du Conseil, sur laquelle les syndicats n'ont pas le monopole de la signature des accords collectifs, et le secrétaire général du Conseil m'a assuré que non. Et d'autre part, elle témoigne d'une tendance du Conseil constitutionnel à avoir une conception large de la liberté contractuelle,
en y incluant à la fois les contrats individuels et les accords collectifs. C'est une tendance qui était déjà apparue dans la décision du Conseil sur la loi Warsmann, où le Conseil, à propos d'un dispositif de droit du travail d'ailleurs, avait dit qu'on pouvait faire prévaloir l'accord collectif sur l'accord individuel. Donc, c'est une décision qui modifie les fondements de la négociation collective. Alors, cette décision est importante en second lieu par les deux réserves qu'elle comporte, qui ont été évoquées déjà ce matin, et qui témoignent, à mes yeux, d'une intrusion que je n'avais jamais vue encore dans le fonctionnement de la négociation collective. La première concerne les effets de la restructuration des branches sur les stipulations de la convention collective rattachée. On sait qu'en vertu de l'article L 2261-33 du Code du travail, à défaut d'accord conclu dans un délai de 5 ans, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent. Le Conseil a jugé que la privation d'effet des stipulations de la convention collective de la branche rattachée qui régissent des situations équivalentes à celles régies par la convention collective de rattachement ne méconnaissait pas le droit au maintien des conventions légalement conclues. Mais il a formulé une réserve en estimant que ces dispositions ne sauraient mettre fin de plein droit à l'application des stipulations de la convention collective de branche rattachée qui régissent des situations spécifiques à cette branche. Cette réserve conduit ainsi à distinguer, ce qui n'est pas une tâche facile, l'un des orateurs ce matin l'a souligné, à distinguer dans les stipulations de la convention collective de la branche rattachée, les stipulations qui régissent des situations équivalentes à celles régies par la convention collective de rattachement, par exemple l'indemnité de licenciement. Bon, s'il y a une indemnité de licenciement dans les deux, on applique la convention collective de rattachement, et les stipulations qui régissent des situations spécifiques à cette branche. Et je pense, comme l'un des orateurs de ce matin, que cette réserve conforte sérieusement, sur le plan constitutionnel, les accords sectoriels, parce qu'elle leur donne une base constitutionnelle sur un fondement purement prétorien, puisque aucun texte... Bon. Alors, la seconde réserve concerne les effets de la restructuration des branches sur la représentativité des partenaires sociaux. Le Conseil a jugé que le fait de priver les organisations syndicales de salariés représentatives dans les anciennes branches de la possibilité de signer l'accord de remplacement, lorsqu'elles ont perdu leur représentativité dans la nouvelle branche, ne méconnaît pas la liberté contractuelle et le droit au maintien des conventions légalement conclues. Mais il a là aussi émis une réserve, estimant qu'en cas de perte de leur caractère représentatif à l'échelle de la nouvelle branche, les organisations d'employeurs et de salariés qui avaient négocié jusque-là l'accord de remplacement devaient conserver la possibilité de continuer à participer aux discussions relatives à l'accord de remplacement, à l'exclusion de la faculté de signer cet accord. Donc, pour la première fois en droit français, on introduit une distinction entre le droit de négocier un accord et le droit de signer. C'est-à-dire que c'est quand même assez baroque, enfin assez psychédélique, je trouve, de dire à des organisations syndicales, vous représentez des gens, vous êtes des gens très intelligents, vous avez le droit de négocier. Ah, mais au moment de signer, désolé, vous n'avez pas le droit de signer. Voilà, donc je pense que c'est quand même une décision qui décoiffe, cette décision de 2019, et que je trouve d'autant plus étrange qu'ayant siégé 9 ans au Conseil constitutionnel, ayant rapporté la quasi-totalité des textes de droit du travail, je n'avais jamais vu le Conseil constitutionnel s'aventurer sur ce terrain. Enfin, je mets au défi toute la salle de me trouver une décision où on dit les clauses spécifiques, les clauses identiques, vous pouvez négocier, vous pouvez pas signer. Enfin, c'est un terrain qui est complètement nouveau pour lui. Et d'ailleurs, le commentaire a mis très longtemps à sortir. Je vous signale que maintenant, sur le site du Conseil constitutionnel, où il y a tout, qui est le plus beau site juridique français, il y a notamment un commentaire
qui est rédigé par le secrétaire général et qui est l'interprétation officielle par le Conseil de la décision. Alors, du temps de Jean-Éric Schuttel, qu'un certain nombre d'entre vous ont dû connaître et fréquenter, il mettait son point d'honneur à ce que le commentaire sorte en même temps que la décision. Donc la décision sortait à 16h05, à 16h10, le commentaire était sur le site, ce qui avait la faculté d'exaspérer tous les doctorants qui se voyaient ainsi privés de la possibilité de faire une note intelligente sur l'arrêt avant qu'on ait tout raconté dessus. Maintenant, le secrétaire général actuel, qui est un homme sage, prend le temps de la réflexion. Mais c'est assez intéressant de mesurer le temps de la réflexion. Et pour cette décision, comme pour celle d'ailleurs sur la loi immigration en janvier, il a mis très très longtemps à le sortir. Voilà ce que je voulais dire pour introduire cette table ronde, et je donne tout de suite la parole au professeur Bugada pour présenter son rapport. Merci, Monsieur le Président. Alors, application des conventions collectives de branche restructurées ou regroupées. 10 ans. 10 ans de légistique conventionnelle. Légistique conventionnelle, où c'est un peu les plaques tectoniques, comme ça, qui se sont confrontées. Plaques tectoniques sous-marines. Et maintenant, nous sommes sur le rivage des entreprises. Et il va falloir affronter la vague de l'application. Bon, après tout, qu'elle soit regroupée ou restructurée, la convention collective de branche reste une convention collective. Cela ne change pas sa nature, à la fois contrat et règlement. Cela ne change pas les modalités d'articulation avec les contrats de travail. Ça ne change pas les règles d'articulation avec les accords d'entreprise, bloc 1, bloc 2. Cela ne modifie pas les règles générales d'application aux entreprises dont l'activité principale relève de son champ d'application. Cependant, la restructuration amplifie et renouvelle les problématiques classiques. Dans la cuisine normative, elle fait office d'exhausteur de goût. Sa nature ne change pas. Ce qui change surtout, c'est son contenu, ou l'application d'un nouveau contenu à d'autres espaces, d'autres entreprises. Ce qui change surtout, c'est sa structure. Sa structure normative est désormais plus complexe. Plus que de conventions collectives, il vaudrait mieux parler d'ensemble normatif, d'agrégat conventionnel, avec ses dispositions faîtières et sa constellation d'avenants qui se décline désormais par sous-secteur lorsque l'uniformité n'a pas été choisie. Les partenaires sociaux, on l'a vu, peuvent en effet décider expressément ou par abstention, finalement, d'adopter une logique de droits acquis afin de maintenir des spécificités issues des anciens champs. L'ensemble normatif placé sous un nouvel IDCC arbore ainsi une structure fractale, plus développée. Il suffit de consulter Légifrance, choisir son intitulé, son IDCC, pour constater que ces ensembles conventionnels prennent la consistance de véritables codes conventionnels. L'expression de loi de la profession ne suffit plus pour les décrire. L'idée de code conventionnel de la profession serait plus explicite. Alors ces ensembles changent de dimension parce que leur surface d'application est augmentée, sont parfois concernés plusieurs centaines de milliers de salariés. La structure est complexe parce que le regroupement ou la fusion n'implique pas l'uniformité en son sein. Les réserves émises par le Conseil constitutionnel sont importantes. Il est possible d'organiser le maintien des dispositions spécifiques aux anciens champs. Bien mieux, ce maintien s'impose en cas de fusion administrative qui ne débouche pas sur un accord de remplacement. Il revient donc de distinguer l'application des dispositions communes ou équivalentes aux nouveaux champs et l'application des dispositions spécifiques qui seront maintenues dans les anciens champs, qu'ils soient sectoriels, territoriaux, qu'ils fassent l'objet ou non d'annexes selon les cas. Alors en pratique, s'il y a un corpus unitaire, celui-ci impliquera des changements
par rapport au statut conventionnel passé. S'il n'y a pas d'unité, les entreprises des anciens champs devront ventiler l'application du droit nouveau et du droit ancien, du droit maintenu. Pas si simple à bien y réfléchir. Il ne s'agit pas, ici aujourd'hui, d'être exhaustif ni trop technique. En revanche, il semble prudent d'inviter chaque entreprise à faire un audit des incidences de la nouveauté. Alors, ce n'est pas ce que nous ferons ici. Trop fastidieux, illusoire, et il faut rester modeste. En revanche, il peut être utile de proposer un cadre narratif à cette problématique de l'application des branches restructurées dont il ne faut pas exagérer l'incidence, mais il ne faut pas la sous-estimer non plus. Et nous l'avons déjà dit dans le passé, au cours de précédents colloques, précédents événements, la réforme de la restructuration des branches, à mon sens, est l'une des plus importantes du droit du travail contemporain. Pas moins complexe que la réécriture du Code du travail, en réalité, puisqu'il s'agit de repenser à ce jour plus de 200 codes conventionnels à partir d'un cadre légal approximatif. D'où l'importance, ça a été dit et redit ce matin, de la technique contractuelle et de la volonté des partenaires sociaux. C'est une réforme qui peut être aussi importante que celle de 1936, qui a vu l'avènement des arrêtés d'extension, Yannick Pagnard en a parlé ce matin, et qui a structuré le dialogue sectoriel au XXe siècle. Et face à l'importance des enjeux, la problématique de l'application repose, à notre avis, sur un triptyque. Informer et communiquer. Appréhender l'espace et le temps. Prévenir et interpréter. Informer et communiquer. Le regroupement vient réinitialiser le statut collectif de branche. Il a donc des incidences en cascade. C'est l'effet reset, c'est l'effet reboot, pour parler en bon français. Le neuf et l'ancien se mélangent, avec des changements ou des ajustements de fond qui vont concerner tant les droits collectifs que les droits individuels. Premier réflexe à ce sujet, accompagner l'entrée en vigueur de la nouvelle convention de branche nécessite de se plonger dans la lecture des clauses relatives à l'information et la communication du nouveau corpus, si elles existent. Pensez que la publication au BOCC, au bulletin officiel des conventions collectives, puisse suffire est une erreur. Pensez que la publication au journal officiel de son arrêté d'extension suffise, en constitue une seconde. Nul n'est censé ignorer les conventions collectives applicables, n'est pas une maxime parfaitement opérationnelle. Cependant, à défaut de stipulations conventionnelles satisfaisantes, c'est retour au Code du travail qui d'ailleurs distingue l'information collective de l'information individuelle. S'agissant de l'information collective d'abord. La réglementation impose à l'employeur de fournir chaque année au CSE et aux délégués syndicaux la liste des modifications apportées aux conventions et accords applicables dans l'entreprise. Ce qui est applicable ne se limitant pas aux accords d'entreprise. Il est donc de bon conseil de le faire pour le dispositif conventionnel de branche. Et de là, l'alerte collective est lancée. Chacun des partenaires va apprécier l'incidence dans les relations collectives de travail. La branche prévoit-elle des modalités particulières applicables au dialogue social? Quelles incidences pour le CSE et la représentation syndicale? Quelles incidences sur le contenu de la BDESE? Base de données économiques, sociales et environnementales. Quelles incidences pour les usages et les engagements unilatéraux? Quelle articulation entre les accords d'entreprise qui s'étaient calés sur l'ancienne convention collective de branche? Par suite, l'effet de réinitialisation peut conduire à des renégociations dans les entreprises pour adapter les accords d'entreprise. Certains accords reprendront des dispositifs anciens au titre d'une clause sociale, dans une logique de droits acquis. D'autres peut-être seront dénoncés, faute de consensus majoritaire pour une révision.
D'autres encore laisseront les choses en l'état, ce qui posera peut-être des problèmes d'articulation. S'agissant ensuite de l'information individuelle. Alors, le dispositif légal et réglementaire a été récemment enrichi, vous le savez, en 2023, en raison de la transposition de la directive Conditions de travail transparentes et prévisibles. Ce qui, là encore, confère une impression d'intensité renouvelée, notamment avec ce fameux document annexe récapitulatif de toute la liste d'informations qui est longue, que vous connaissez. Je m'arrête ici simplement sur les aspects touchant le statut conventionnel. Informer le salarié des conventions applicables dans le mois de l'embauche. Tenir un exemplaire à jour de ces textes à la disposition du salarié. Mettre un exemplaire à jour sur l'intranet de l'entreprise s'il existe. Internet, je ne sais pas si ça existe dans l'entreprise, mais communiquer un avis par tout moyen, récapitulant l'intitulé des conventions applicables, avis, qui doit être mis à jour dans le mois qui suit l'entrée en vigueur des modifications conventionnelles. Donc difficile de passer sous silence l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de branche restructurée. Quels sont les enjeux ? Il y en a 4, hypothétiques et d'importance variable. Premier enjeu, sur le plan pénal. Le défaut de documents à jour est possible d'une contravention de 4e classe. D'ailleurs, même contravention par salarié, si l'employeur mal informé ne respecte pas les clauses relatives aux accessoires du salaire prévues par un accord étendu. Deuxième enjeu, hypothétique. Deuxième enjeu sur le plan procédural. De nombreuses actions en justice ont une prescription qui dépend du moment où le salarié a eu connaissance de ses droits. C'est le fameux délai glissant. Alors, la jurisprudence relative aux congés payés a su utiliser l'importance de l'obligation d'information de l'employeur à ce niveau-là. Donc, ça nous oblige à être un peu prudents. Alors, cela dit, la loi de 2023 qui transpose la directive transparence précise que le salarié ne peut obtenir de façon forcée, de façon judiciaire, les informations auxquelles il a droit qu'après avoir mis en demeure l'employeur de les lui fournir. L. 1221-5-1 nouveau. Nous verrons la portée que la jurisprudence donnera à cette petite précision. Finalement, pourquoi se désintéresser de ses propres droits ? Notamment au regard de la prescription. Troisième enjeu, point d'interrogation, mais troisième enjeu, préjudice nécessaire ? Non, préjudice nécessaire à reculer. Oui, mais la tendance contemporaine, me semble-t-il, consiste à le revoir réapparaître. Surtout sous couvert d'effectivité du droit de l'Union européenne. Or, en 2004, la Cour de cassation avait dit « défaut d'information convention collective égale préjudice nécessaire ». Bon, ce risque pourrait être tempéré par l'exigence légale que j'ai citée tout à l'heure de mise en demeure par le salarié de l'employeur. À voir, à suivre. Quatrième enjeu, l'opposabilité ou l'inopposabilité. La question de l'inopposabilité est on sait, un tempérament à l'effet impératif et immédiat de l'accord collectif. Normalement, celui-ci s'impose au contrat de travail, c'est l'effet réglementaire. Sous deux réserves. D'abord, celui de la règle de faveur, la clause plus favorable est maintenue, bien évidemment. Et ensuite, l'absence de modification du contrat de travail par voie conventionnelle. La convention collective de branche restructurée n'est pas un accord de performance collective. Donc ici, s'applique à plein l'autonomie du statut collectif. Pas de modification du contrat de travail, ce qui veut dire autonomie du statut collectif, pas d'incorporation dans le contrat de travail du statut collectif aussi. Alors, cela étant posé, la jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que les obligations mises à la charge d'un salarié ne sauraient lui être opposables en l'absence de mention dans le contrat de travail, dès lors qu'il a été informé de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance. D'accord. On voit bien l'enjeu en termes d'efficacité normative
pour les devoirs, en tous les cas pour les obligations imposées aux salariés, l'enjeu en termes d'efficacité normative de la convention collective. Et les exemples sont nombreux, renouvellement de la période d'essai, succession de CDD, etc. Alors, il y a 2 arrêts, déjà très anciens par rapport à l'actualité, 5 juillet 2023, qui apportent quelques précisions sur ces sujets-là. Le premier arrêt indique que l'accord est opposable même si l'employeur n'a pas transmis l'avis dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'avis, dès lors que le salarié était informé du nouveau corpus conventionnel et qu'il a été mis en mesure d'en prendre connaissance dans la salle de pause où la convention collective était affichée. Donc, opposabilité, même en l'absence d'avis. Deuxième arrêt, cet arrêt concernait la mention d'une convention collective de branche autre que celle normalement applicable à l'entreprise. Et là, la Cour de cassation a précisé que dans le cadre de la relation individuelle, pas collective, individuelle, le salarié pouvait se prévaloir de cette mention, donc de cette convention collective. Alors, il faut avoir à l'esprit cet arrêt, sans déformer, j'en conviens, sa portée entre les clauses informatives et celles qui sont contractualisantes. Mais il faut l'avoir à l'esprit. Et dans la perspective de la réinitialisation des branches, le nettoyage des anciennes clauses pourrait s'avérer prudent, ne serait-ce que pour ne pas laisser penser que les parties ont convenu, avec le temps, d'un maintien contractuel qui ne serait que partiel de l'ancien droit sectoriel. Bref, informer, communiquer, nettoyer apparaît important car ce qui va bien sans dire va mieux en le disant. D'où un rôle extrêmement important d'accompagnement des organisations professionnelles au titre du service rendu aux adhérents pour les accompagner dans cette mise à jour de l'information. Ce qui est à craindre, c'est que, ça a été dit tout à l'heure ce matin, beaucoup d'employeurs de PME, TPE risquent d'être isolés, en décalage, mal informés de ce nouvel environnement normatif et ô combien le tissu des TPE est précieux, spécialement en France. Sans même parler de la mise à jour que doivent opérer les prestataires du service paie lorsqu'ils doivent bien évidemment mettre à jour les logiciels de paie dans cette ingénierie relative à la paie qui doit correspondre à la hiérarchie des normes. Deuxième point, appréhender l'espace et le temps. Alors, c'est ici s'interroger sur le champ d'application personnel et matériel, mais aussi, point plus technique, l'application dans le temps de ce nouvel ensemble contractuel. Alors, ici, une bonne nouvelle et puis une moins bonne. La bonne nouvelle, c'est que, concernant les considérations spatiales, pour déterminer l'IDCC applicable, qui dépendent de l'activité principale de l'entreprise, on sait que c'est le principe de l'unicité du statut conventionnel qui s'applique. Ces problèmes d'identification de la convention collective devraient être plus rares que dans le passé. Le contentieux n'était pas extrêmement abondant déjà, mais maintenant, avec des conventions collectives beaucoup plus évasives, en plus petit nombre, c'est mathématique. Moins de problèmes pour identifier le bon IDCC par rapport à l'activité principale de l'entreprise. Cependant, un esprit chagrin pourrait identifier une autre difficulté lorsque l'ensemble conventionnel a maintenu plus ou moins bien des dispositions spécifiques dans les sous-secteurs. Et ce n'est pas une hypothèse d'école quand on voit par exemple qu'il y a des mariages assez intéressants, par exemple les bouchers charcutiers et la poissonnerie. Le thermalisme et l'hospitalisation privée. L'activité principale de l'entreprise peut changer, par exemple en cas de fusion, vente, etc. Ce changement d'activité peut conduire aussi à un changement des dispositions spécifiques applicables au sous-secteur, à la branche. L'entreprise change de petit champ pour aller vers l'autre champ. Ce changement relève-t-il de la mise en cause
les conventions et accords collectifs de travail. Et on connaît le régime, hein, préavis de 3 mois, le maintien de 12 mois, garantie de rémunération en l'absence d'accord de substitution. On pose la question. J'aurais tendance à penser que la réponse devrait plutôt être négative, en l'absence de vide conventionnel, mais la solution reste à construire ou à anticiper pour les partenaires sociaux. Plus délicate est la question de la temporalité. Quand le nouvel ensemble s'applique-t-il? Quand cessent les anciennes dispositions? Comment les partenaires sociaux et la loi gèrent-ils le dispositif transitoire pendant les 5 ans et après? Le sujet peut s'avérer complexe car il combine la période transitoire légale, le dispositif imaginé par les partenaires sociaux, le cadre jurisprudentiel dont nous disposons à ce jour et qui ne régit pas encore directement ces sujets. Ça fait beaucoup. Alors on peut cependant schématiser 2 grandes situations. Schématiser avec la prudence nécessaire qui s'impose face à la pluralité des cas complexes. Alors, 2 grandes situations. Première situation, les partenaires sociaux sont au top, ils ont tout prévu, ou presque. Alors là, que le regroupement soit volontaire ou forcé, le réflexe consiste à se référer aux clauses de droit transitoire, la technique contractuelle jouant sur toute la gamme. D'abord, quand entre en vigueur le nouvel accord d'ensemble? Quand? En principe, si on se réfère au principe, à la loi, à compter du dépôt, sauf disposition conventionnelle qui viendrait prévoir une autre date. Par exemple, la publication au BOCC. Par exemple, la publication de l'arrêté d'extension. Sur l'entrée en vigueur, la liberté contractuelle des partenaires sociaux n'est pas négligeable, sous réserve, parfois atténuée, sous réserve du principe de non-rétroactivité, bien entendu. Ensuite, les parties sont habilitées à déterminer comment vont s'éteindre les anciennes conventions ou accords collectifs, en partie ou totalement repris dans le nouveau dispositif. Dénonciation, révision, substitution. Là encore, la Cour de cassation, au regard des enjeux systémiques, semble laisser une place importante aux choix opérés par les partenaires sociaux au point d'avoir admis la révision extinction. Attention cependant, une erreur de casting. Et l'on risque de se replonger dans des logiques de conflit entre les conventions collectives de branche, mal éteintes, au titre desquelles la règle de faveur n'a pas disparu. Enfin, les parties sont également habilitées à maintenir, en complément du dispositif socle ou de remplacement, certains dispositifs des anciennes branches. On l'a vu. Mais selon les accords, les conventions collectives, la ramification sera plus ou moins ouverte ou plus ou moins fermée, selon le degré d'unification choisi. D'ailleurs, une convention en râteau ouvert permet aussi aux partenaires sociaux de prendre le temps, progressivement, de travailler avec des clauses de revoyure au resserrement de la voilure. Donc, la structure de la nouvelle convention de branche peut être conçue comme transitoire finalement pour évoluer dans le temps vers un dispositif plus unifié. C'est une façon d'adapter la temporalité. Première situation, les partenaires sociaux ont tout prévu. Deuxième situation, il n'y a pas d'accord d'harmonisation ou de regroupement. Alors, si la démarche était volontaire, le projet inabouti, celui qui reste sur la table, sera probablement caduc, bien évidemment, et les anciennes conventions collectives continueront à s'appliquer au-delà des 5 ans. S'il s'agissait d'un rapprochement forcé sur la base d'un arrêté de fusion, il faut suivre la doctrine du Conseil constitutionnel qui demande à distinguer les dispositions communes de la branche de rattachement d'une part et d'autre part les dispositions spécifiques maintenues. Donc la question va être de déterminer, donc de trancher. Trancher ce qui peut être commun, ce qui ne l'est pas. C'est un travail de découpe qui se profile sans méthode préétablie. Ce qu'il y a de sûr, c'est que cette incertitude tranche avec l'objectif de prévisibilité recherché par les restructurations. On est en présence de questions types, mais à réponses multiples. Comment ventiler
les dispositions communes et les dispositions spéciales maintenues en l'absence d'accord de convergence? Faut-il déterminer des thématiques ou tenir compte des spécificités des métiers? Comment justifier le maintien volontaire des dispositions spécifiques après la période de 5 ans? L'expression d'une volonté majoritaire suffit-elle ou faut-il des justifications professionnelles, objectives, plus fines? On peut toujours se dire que la jurisprudence a donné quelques guides rassurants. Citons-en quelques-uns sans souci d'exhaustivité. Pour la Cour de cassation, les différences de traitement conventionnel sont admises si elles reposent sur des justifications professionnelles. Remontons un petit peu le temps. Ces différences de traitement se justifiaient aussi dans le passé pour des raisons de droit transitoire, lorsque la loi prévoyait un mécanisme de maintien des avantages acquis en l'absence d'accord de substitution. D'ailleurs, la garantie de rémunération relève de cette logique. Et puis, le Conseil constitutionnel lui-même a constitutionnalisé l'idée même de maintien des anciens dispositifs conventionnels. Je n'insiste pas, mais on est sur une logique de droit acquis pour parler comme les anciens. Jusqu'où tolérer une différence de traitement lorsque les dispositions spécifiques au sein d'une même branche se heurtent, par exemple, au principe d'égalité femmes-hommes, au principe de non-discrimination? Rappelons que pour la Cour de cassation, la présomption de validité des accords, sous couvert de la primauté du droit de l'Union européenne, ne joue plus. Autre guide important, pour la haute juridiction, la norme conventionnelle ambiguë s'interprète comme la loi. D'abord se référer à la lettre du texte conventionnel, le cas échéant l'éclairer à la lumière d'un texte législatif qui a le même objet, enfin s'appuyer sur l'objet social recherché, c'est la méthode téléologique. L'objectif social des restructurations peut donc guider l'interprétation. Ah oui, mais quel objectif? L'unité ou le pluralisme dans un champ? Nous optons plutôt pour la seconde option. Mais quel paradoxe! Quel paradoxe! La restructuration mobilise hautement la technique contractuelle, mais pour la jurisprudence, la Convention s'interprète comme la loi. Troisième et dernier point en conclusion, prévenir et interpréter. Alors là, les enjeux sont nombreux. Et pour passer très vite sur le premier point, parce que je voudrais plutôt insister sur le second, pour prévenir, il va falloir former. Première idée, former à tous les étages. Et là, bien évidemment, il y a un fonds pour le financement du dialogue social qui peut être mobilisé, qui devrait l'être pour financer le dialogue social et la formation à tous les étages. Et d'ailleurs, le Code du travail précise que les accords d'entreprise et les accords de branche devraient prévoir ce type de formation pour les acteurs de la négociation collective. Bien mieux, les magistrats, civils ou judiciaires, peuvent y participer. C'est dans le Code du travail. Former les magistrats, aussi les conseillers prud'hommes. Rappelons un instant que la compétence des sections des conseils des prud'hommes depuis 2016 repose sur les champs conventionnels, sur les conventions collectives de branche, restructurées actuellement pour la mandature actuelle. C'est un arrêté de 2022 qui fixe la liste, donc il faut tenir compte de cela, mais ça veut dire quoi? Que le juge professionnel, le juge issu des métiers, il doit connaître son environnement normatif, y compris les enjeux de restructuration des branches. Voilà pour la formation, je n'insiste pas, il n'y aurait trop à dire, d'autant que notre juge est censé appliquer la convention collective comme une règle de droit, article 12 du Code de procédure civile. Prévenir. Alors là, selon moi, c'est la question centrale. Comment prévenir les conflits? En 1936, lorsque l'extension a été créé également un mode de règlement amiable des différents collectifs. Ce n'est pas ce qu'a fait le législateur en 2016. Alors si, il a créé quelque chose d'un peu spécifique. Un demandeur à l'action en justice peut saisir, à l'occasion d'un litige, pour avis, la Cour de cassation, au titre de l'article L441-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il faut un problème de droit nouveau, que ce problème se pose dans de nouveaux litiges. Mais ça veut dire que l'avis de la Cour de cassation peut être un accélérateur
des résolutions des grandes difficultés. On a vu, bien évidemment, que cet accélérateur a joué pour le barème Macron. Est-ce qu'il sera utilisé pour dire si telle ou telle différence de traitement est recevable, ou utilisé encore pour déterminer les dispositions communes et les dispositions spécifiques ou donner un guide? Je pense que ces questions abstraites mériteraient plutôt d'être laissées entre les mains des partenaires sociaux. Car, il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est que la CPPNI, les CPPNI, peuvent aussi être saisis pour avis comme la Cour de cassation. Article L. 441-1 du COJ. Quelle promotion du parajudiciaire pour les partenaires sociaux dans ce dispositif. Alors ce n'est pas très satisfaisant parce qu'on est ici dans une logique déjà contentieuse et c'est trop tard. Il n'empêche qu'il me semblerait essentiel de développer cette idée de rescrit CPPNI. C'était pour vous faire une rime, pas très jolie, mais ça permet de marquer le narratif. Le rescrit CPPNI plus systématique, allons même plus loin. Il me semble important que le juge, que la jurisprudence, que la Cour de cassation elle-même rehausse l'intérêt et le degré d'efficacité des clauses de règlement amiable, des conventions de branche. Alors, c'est vrai, on va dire, c'est à la mode, puisque finalement, l'amiable inonde désormais le contentieux civil. Mais pourquoi pas le contentieux collectif? Ce n'est pas le bon argument, ce n'est pas l'argument principal. Pour moi, l'argument principal de mettre l'accent sur le développement du règlement amiable des différends, c'est que déjà, pour pouvoir obtenir l'extension, l'accord de branche doit contenir ab initio un système de règlement des différends. Et bien mieux, il y a un texte qu'on oublie dans le Code du travail, c'est le R 2261-1, qui impose expressément aux partenaires sociaux d'organiser des procédures paritaires de règlement des difficultés conventionnelles qui peuvent naître au sujet de l'application du principe d'égalité de traitement. On est bien au cœur du sujet. Alors voici le mot de la fin. On ne peut pas correctement vivre la réforme des branches, leur restructuration et plus largement celui du tissu conventionnel sans repenser en profondeur, je dirais même en urgence, la résolution du traitement paritaire des difficultés que ces réformes ont fait naître. Voyons les états généraux de la justice. Le tout judiciaire a ses limites. Donc, cette question de résolution préalable, c'est une question de respect du paritarisme. C'est une question de justice sociale. C'est une question de sécurité juridique et c'est une question d'efficacité économique. Merci de votre attention. Pas sûr que... Ah si, ça y est, ça marche. Bon, ça nous donne un petit temps de respiration. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, moi, je suis époustouflé et en même temps presque étourdi, parce que je me dis, oh là là, tant de sujets que je n'avais pas imaginés qui vont se poser. Peut-être que nous allons, en praticien et peut-être à notre propre niveau, ou en tout cas à mon propre niveau, essayer de revenir sur l'intitulé du texte. Vous avez d'ailleurs souligné que l'application des collectifs de branches restructurés ou regroupés, ça commençait par l'application des conventions collectives de branches, et que cette application des conventions collectives de branches, quand elles sont regroupées ou restructurées, ça signifie pour l'entreprise, pour les salariés, d'abord un changement de convention collective, entre guillemets, un changement en tout cas, pas de convention collective, mais de disposition conventionnelle. Et donc, quand on est amené à conseiller les entreprises, la première question qu'on se pose, ça va être de se dire, bon, j'ai un existant, et en général, ni les salariés ni les entreprises aiment beaucoup le changement, comment je vais faire face à ce nouveau texte conventionnel.
je vais l'appeler le nouveau texte conventionnel. Je ne vais pas encore m'attacher à restructurer ou regrouper. Et puis, dans un deuxième temps, je propose qu'on s'apesantisse un petit peu sur ce qui est complètement le sujet, mais la première partie, à mon avis, fait partie aussi du sujet, c'est les dispositions transitoires, et puis l'unification versus dispositions spécifiques. Alors, ce que je vous propose, il y a 4 intervenants. Il y a Marie-Charlotte Driard, qui est associée chez Bignon-Lebray, qui va s'intéresser à l'impact de ces conventions collectives changées, regroupées sur le contrat de travail. Il y a Emmanuelle Rives-Daumont, qui est associée chez Jones Day, qui va, elle, plutôt aborder et comment ça se passe côté accord collectif. Il y a l'aussi excellent Arnaud Tessier qui va nous parler des dispositions transitoires. Et puis, finalement, Philippe Rozek va nous parler des dispositions spécifiques. Donc, Marie-Charlotte, que se passe-t-il sur les contrats de travail avec ces conventions collectives regroupées? Merci beaucoup. Donc, comme l'a évoqué le professeur Bugada, la première question à se poser, c'est de savoir si, oui ou non, la convention collective était contractualisée. Est-ce que le salarié peut se prévaloir de la convention collective antérieure, celle qui ne fait pas partie du nouveau texte, et pour pouvoir prendre un petit peu les dispositions qui l'intéressent, puisque on le sait bien, lorsqu'il y a une nouvelle convention collective qui s'applique et qu'une convention collective a été contractualisée, l'employeur a pour obligation d'appliquer les dispositions, qu'elles aient attrait aux relations individuelles ou collectives de la nouvelle convention, et le salarié peut, lui seul, se prévaloir des dispositions individuelles liées à la convention collective qui était contractualisée. Donc ça, c'est ce que vient de nous redire la jurisprudence du 5 juillet 2023 qui a été évoquée tout à l'heure et qui peut avoir des impacts importants, comme on peut le comprendre aisément, dans le cadre des restructurations des conventions collectives de branche. Le premier point qui sera bien évident, et peut-être qu'on a déjà une solution jurisprudentielle, c'est par exemple une indemnité conventionnelle de licenciement qui aurait été contractualisée. Il y a une jurisprudence de 2011 qui, dans un cas qui me paraît assez analogue, vient répondre, me semble-t-il, à la question. Il s'agissait en fait d'une convention collective qui avait été contractualisée, qui, au moment du départ du salarié, octroyait la bagatelle de 238 000 € d'indemnité de licenciement. Mais la convention collective nouvelle qui s'appliquait à la nouvelle relation de travail, elle ne prévoyait que 63 000 €. Donc l'employeur, qu'a-t-il fait? Il a saisi le Conseil de prud'homme en disant qu'il s'agissait non pas d'une indemnité de licenciement conventionnelle, mais contractuelle, et que dès lors, le juge avait le pouvoir de réduire ce montant comme n'importe quelle clause contractuelle. Voilà, exactement, une clause pénale. Et le juge est venu nous dire, pas du tout, il s'agit d'une clause, enfin d'une disposition conventionnelle qui ne peut pas être réduite par le juge. C'est une décision de la Cour de cassation du 9 novembre 2011. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense l'URSSAF, notamment, savoir si oui ou non c'est une disposition conventionnelle qui mériterait d'avoir un régime d'exonération. Mais en tout cas, d'un point de vue purement contractuel, la Cour de cassation, et ça peut être une clé lorsqu'il y a des applications avec l'application des conventions collectives de branche restructurées. En tout cas, une question à se poser, c'est de savoir si dans les clauses du contrat de travail, en tout cas, quelles sont leurs origines et comment on doit les traiter à l'aube de cette nouvelle convention, dès lors que les parties avaient décidé d'incorporer dans le contrat de travail les conventions collectives, la convention collective antérieure.
Néanmoins, ce n'est pas le cas le plus classique. En général, les contrats de travail mentionnent la convention collective uniquement à titre d'information et font référence plutôt à la convention collective applicable dans la société, donc qui est amenée à changer. Et de ce fait, normalement, on pourrait considérer que dans la majorité des cas, enfin, il faut se référer quand même au contrat de travail, on a plutôt affaire non pas à une contractualisation de l'ancienne convention collective, mais à une simple référence à un statut collectif qui s'imposerait dès lors, la nouvelle convention dès lors pourrait s'imposer aux salariés, quelles que soient les dispositions du contrat de travail. Est-ce que ça pose quand même des difficultés ? Oui. Oui, parce que certaines dispositions du contrat de travail, même sans faire référence à la convention collective qui était applicable au moment où a été rédigé le contrat de travail, est automatiquement impactée. Je vous donne un exemple, la clause de non-concurrence. Bien évidemment, lorsqu'on rédige une clause de non-concurrence, on la rédige en s'appliquant à ce qu'elle soit valable au regard de la convention collective, même sans la citer, même sans y faire une référence expresse. Donc, bien évidemment, si la nouvelle convention collective vient nous donner d'autres règles, alors on pense bien évidemment au montant, mais ça peut être aussi des règles tenant à la dénonciation, au délai de dénonciation, à la faisabilité de la dénonciation. Tout ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, regarder, pour essayer non seulement d'en envisager les risques d'un point de vue contractuel, mais également financier vis-à-vis des salariés. Ce qui existe pour la clause de non-concurrence existe également bien évidemment pour d'autres clauses, comme des clauses de mobilité. Ça a été évoqué aussi, clause de période d'essai, même si dans le temps c'est beaucoup plus limité comme impact. Et il y a bien évidemment aussi d'autres clauses qui peuvent être plus problématiques, comme certaines primes conventionnelles qui sont versées. Et là, on pense à la prime de 13e mois. Avec toujours cette problématique, est-ce que le salarié a une rémunération annuelle payée en 13 mois ou est-ce qu'il a une rémunération de 12 mois avec une prime de 13e mois? Et là, on voit que cette discussion qui pourrait paraître assez théorique prend toute son ampleur ici, puisque dans la première solution, si c'est une clause de rémunération sur 13 mois, si la nouvelle convention collective vient imposer un 13e mois, le salarié aura un 14e mois. Donc, alors que dans la seconde solution, si jamais il y a bien une rémunération annuelle, mais qu'il est prévu une prime autre égale à 1 mois, on pourra considérer que c'est l'application de la nouvelle convention collective. Donc, c'était des simples illustrations pour vous faire prendre conscience des difficultés qui peuvent se poser, que l'ancienne convention collective soit contractualisée ou même qu'elle ne le soit pas, ce qui nécessite une relecture antérieure, enfin en tout cas par anticipation des dispositions contractuelles avec les salariés pour, le cas échéant, essayer de négocier des avenants qui nous permettent de ne pas avoir à faire face à ce type de difficultés ultérieures. Alors moi, dans les exemples que je pensais que vous alliez prendre, il y avait celui de la classification, où naturellement, évidemment, les nouvelles dispositions impliquent une nouvelle classification, mais ça, à la limite, il y a des systèmes de passage d'une convention à l'autre. Mais quid pour la situation de la qualification de cadre ou de non-cadre ? Parce que dans certaines conventions collectives, certaines fonctions correspondent à des fonctions de cadre, et dans d'autres conventions collectives, ça n'est plus que des agents de maîtrise. Et là, la Cour de cassation s'est prononcée un petit peu sur le sujet, en estimant que la qualification de cadre qui pouvait figurer dans un contrat au titre d'une classification conventionnelle n'impliquait pas forcément que le salarié demeure cadre dans le cadre d'une nouvelle classification. Parce que ça, c'est un point, en tout cas, moi, qui, à l'occasion de début de situations comme celle-là, m'a été posé. Peut-être qu'on peut passer à la question des accords d'entreprise, où là, je pense que autant
côté contractuel et côté situation salariale, on ne peut pas trop faire évoluer les choses ou essayer de contrecarrer ce que prévoit la convention collective regroupée. Autant je pense qu'en matière d'accord d'entreprise, il y a vraiment une stratégie d'entreprise à avoir par rapport aux dispositions de la nouvelle convention collective. Je vous laisse la parole. Merci Joël. Bonjour à tous. Alors je vais faire ça, mais sans vers ni rime, comme le professeur Bugada. En effet, quelques sujets que l'on voit, auxquels on est confronté sur les sujets accords collectifs. Je pense que, alors, il y a la façon extrêmement simple, c'est-à-dire, il y a une nouvelle convention ou il y a des nouvelles conventions regroupées ou restructurées, on les applique et on ne se pose pas trop de questions. Et on a beaucoup d'entreprises qui font ça. C'est la façon simple, en fait, d'appréhender le problème. Et puis, il y a une façon un peu plus poussée, alors qui ne prendra pas les 10 années de restructuration des branches, parce que le temps de l'entreprise n'est pas le temps des branches, mais où il va falloir appréhender le sujet. Et comme vous l'avez dit, professeur Bugada, on va faire un audit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un état des lieux de ce que vous avez dans l'entreprise en termes d'avantages, à identifier la source de cet avantage. Donc en effet, est-ce que c'est un accord collectif? Est-ce que c'est une DUE? Est-ce que c'est contractuel? Et ensuite, comprendre comment on se situe par rapport à notre socle interne d'avantages ou de dispositions diverses et variées, comparé aux nouvelles conventions qui vont s'appliquer à nous. Qu'est-ce qui est plus avantageux? Qu'est-ce qui est moins avantageux? Et ça, c'est évidemment encore assez simple. L'autre sujet, c'est à quel bloc chacun de ces avantages appartient. Parce que la liberté que l'on va avoir de revoir nos accords, de les renégocier, de les dénoncer, va également dépendre de la capacité que l'on va avoir à négocier des choses qui peuvent être moins favorables ou pas, ou garder justement des accords qui pouvaient être moins favorables que ces nouvelles conventions. Donc en fait, il y a vraiment cet examen introspectif à faire qui va être nécessaire, qui prend du temps. Il faut aller déterrer. On sait qu'en plus, on a des choses qui datent de plusieurs dizaines d'années et dont il est très difficile d'aller retrouver exactement les textes. Mais cet exercice va être absolument essentiel. Après, en effet, il va y avoir vraiment une stratégie, alors côté entreprise, mais également côté syndicat, de savoir qu'est-ce qu'il serait intéressant de faire selon les différentes thématiques, selon le bloc auquel cette thématique appartient, et de dire est-ce qu'on a un intérêt parce que la convention collective nouvelle est plus intéressante ou moins intéressante de garder ou de dénoncer des accords internes que l'on a. Et selon la position que l'on a, il y a une vraie stratégie à développer et de voir est-ce que on laisse faire et globalement c'est une convention collective qui est plus avantageuse, qui appartient avec des sujets bloc 1 ou bloc 2 sur lesquels on n'a pas une marge de manœuvre énorme. Par contre, sur tout ce qui est bloc 3, on va vraiment pouvoir se poser la question de est-ce que quelqu'un a un intérêt à dénoncer des accords en vigueur pour finalement récupérer des avantages plus avantageux qui viennent de rentrer en vigueur. Donc il y a vraiment cette analyse qui doit être faite. Après, c'est aussi, dans la réalité, ça peut être un coût supplémentaire pour l'employeur qu'il faut également évaluer. On a l'exemple très concret de la métallurgie avec les régimes de prévoyance et de frais de santé pour les non-cadres qui est mis en place. Donc, ça implique des coûts. Ça peut être sur les sujets de temps de travail, sur les sujets d'heures supplémentaires, de majoration qui vont changer. Donc, il y a vraiment une analyse qui est quand même assez poussée, qui doit être faite. Et encore une fois, de réflexion sur quel va être mon socle collectif demain en interne et quelle est ma marge de manœuvre d'un point de vue juridique et quel outil je vais utiliser pour adapter ou jouer autour de ces normes au niveau national qui vont s'imposer à moi et comment je l'articule avec mon socle interne. Oui, alors moi justement, je me pose la question parce que c'est vrai que quand le législateur a créé le CSE
où, quand il a créé le bloc 1, bloc 2, bloc 3, tout le monde a dit « mais ça y est, ça va redynamiser le dialogue social, tout le monde va vouloir faire des choses bien adaptées à chaque entreprise ». Objectivement, on ne l'a pas tellement vécu comme ça. Les CSE sont quasiment tous des CSE qui correspondent aux dispositions. Pas toujours, hein, mais enfin, quand même, globalement, les CSE, c'est le CSE légal. Bloc 1, bloc 2, bloc 3, pour l'instant, on n'a quand même pas eu beaucoup de contentieux ou de renégociations à cause de ça, quelquefois, mais enfin, ça reste limité. Peut-être que là, moi je pense notamment à certaines entreprises qui avaient des habitudes bien ancrées au titre d'une convention collective qui va se retrouver assez bouleversée par l'effet du regroupement des branches. Je pense que là, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont prendre à bras-le-corps le sujet, et le sujet dans ces deux dimensions, c'est-à-dire quand je suis du bloc 3, je fais ce que je veux et je reste là où je suis. Et puis, peut-être en allant un peu au-delà, je pense qu'on va avoir un petit coup de booster sur la notion de garantie au moins équivalente. Parce que va se poser la question de savoir si je peux maintenir l'accord d'entreprise ou si, au contraire, il est difficile de soutenir que les garanties sont au moins équivalentes. Et donc là, il me semble que logiquement, on devrait quand même avoir un peu de grain à moudre. Peut-être que ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, et puis après, évidemment, si vous avez des questions, si vous souhaitez intervenir, si vous souhaitez confirmer ce qu'on dit, ou au contraire, infirmer ce qu'on dit, à ce moment-là, vous pourrez naturellement prendre la parole. Arnaud, je te propose de parler des dispositions transitoires. Merci Joël. Alors là, effectivement, on a mesuré qu'il s'agit d'un animal juridique très étrange, cette restructuration des branches, et je pense que cette question de la période transitoire le magnifie, cet animal étrange. On peut s'étonner de constater que les dispositions légales relatives à la restructuration des branches sont finalement assez laconiques. Alors on peut dire que c'est une confiance qui est donnée aux législateurs, aux partenaires sociaux. Bon, c'est une vision très angélique des choses. On peut regretter que sur un sujet aussi structurant, le professeur Bugata effectivement a parlé d'une réforme les plus importantes du droit du travail. Sur ces sujets de la période transitoire en particulier et des stipulations spécifiques sur lesquelles on va s'arrêter maintenant, le régime juridique n'a pas été mieux calibré, que la confiance donnée aux partenaires sociaux n'ait pas été plus périmétrée. Pourquoi ? Parce que effectivement, une période transitoire de 5 ans, c'est long. Une période transitoire originale, parce qu'effectivement, c'est la branche fusionnée. Donc on est déjà dans l'après. Ce ne sont pas des fiançailles. On est mariés. On a, ce qu'on pourrait qualifier, alors en étant négatif, de bricolage, en étant positif, de pragmatisme, réguler un dispositif qui fonctionne, mais dont il ne faut pas ignorer, c'est là où je considère qu'il ne faut pas être trop angélique, le fait qu'on appelle à travailler ensemble un certain nombre d'interlocuteurs qui ont des visions totalement différentes, des cultures sociales totalement différentes, qui viennent de périmètres radicalement différents. On parle de branches fortes, on parle de branches faibles, donc on parle de rapports de force aussi. La négociation au niveau des branches, c'est parfois musclé, c'est très politique. Il y a des intérêts considérables. Donc c'est une période durant laquelle, effectivement, faire le parti pris de faire confiance à l'ensemble des partis, c'est à la fois très ambitieux et porteur aussi d'un certain nombre de difficultés d'ordre juridique. Alors, effectivement, on peut avoir des fusions conventionnelles dans lesquelles on se dit que les partenaires se sont choisis, donc tout devrait aller. Dans les fusions administrées, c'est certainement pas le cas. Mais même dans les fusions conventionnelles, on sait bien que les sujets de gouvernance au sein des branches professionnelles sont considérables, que l'installation de la gouvernance est un sujet qui se met en place dans le temps. Donc, en quelque sorte, le législateur pousse tout le monde dans le grand bain en espérant que personne ne va se noyer.
Et alors, il y a quand même quelques contentieux. Hein. Effectivement, il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt, parce que les sujets sont importants. Alors, l'intention est louable hein, de cette période transitoire, parce qu'effectivement, on donne 5 ans, un temps long. 5 ans, un temps long, c'est relatif. Et on évite le vide conventionnel. On aurait pu tout à fait aussi proposer que la branche forte, la branche de rattachement, soit celle qui s'impose tout de suite, et puis ça aurait été plié. Non, on est dans une logique de dialogue social qui va s'installer. Pour autant, les difficultés ne sont pas complètement résolues, parce que pendant cette période transitoire, il y a une survie temporaire des accords anciens. Mais ils survivent uniquement pour permettre la survenance d'un accord de convergence. Donc, ils ne survivent pas en tant que tels. Ils survivent pour qu'on ait une roue de secours. Et là, première difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces accords? Alors, ils permettent de vivre, et chacun chez soi. Donc, tout change, rien ne change. Pour autant, comme tout a changé, tout ce qui va changer a une incidence sur ce qui peut changer après. Et donc, on a une vraie difficulté qui tient au fait que tant qu'on n'a pas cet accord de convergence, ou tant qu'on n'a pas ces petits bouts d'accord de convergence qu'on pourra rassembler telle une mosaïque pour avoir une convention collective unique, eh bien, on a des accords des branches anciennes qui continuent à survivre pour qu'on puisse faire fonctionner tout le machin. Et donc il faut que ces accords... Qu'est-ce qu'on fait de ces accords, pardon? Est-ce que ces accords, ils restent statiques? Je ne pense pas que ce soit possible. Parce que, tout bonnement, on a des obligations dans le Code du travail qui obligent au niveau de la branche d'avoir des négociations régulières. On a des sujets d'évolution des rémunérations minimales. Je ne pense pas que les salariés d'une branche restructurée seraient ravis qu'il y ait une cristallisation des négociations sur ces sujets-là pendant 5 ans. Bref, il y a un certain nombre de sujets qui doivent être pris en charge à l'intérieur de ces segments anciens dans le cadre d'une branche restructurée. Alors, je ne parle pas d'un sujet qui est un sujet historique. C'est encore actuel parce qu'il y a des branches qui sont encore dans la période de 5 ans. Il y en a sans doute encore d'autres qui vont se rapprocher. J'ai cru comprendre qu'effectivement, il y avait l'intention du législateur, pour l'instant, n'était pas de déclarer un nombre final, mais si les choses pouvaient se faire quand même, et par la voie conventionnelle, ce serait bien, donc on aura encore des restructurations. Et puis, même dans les branches qui sont déjà arrivées au terme de délai de 5 ans, on a des sujets par rapport à la qualification juridique des accords qui ont pu être conclus. Et ça sera une difficulté aussi. Je pense que quand il faudra détricoter un certain nombre de situations, on va avoir un certain nombre de surprises. Alors, en ce qui concerne la question relative aux accords qui doivent évoluer, effectivement, il est assez peu imaginable qu'il reste 5 ans sans bouger, pour les raisons que j'ai évoquées il y a quelques instants. Mais en même temps, c'est une limite à cette propre limite. Au terme de la période de convergence, on va faire les comptes. On va faire les comptes et on va regarder quelles sont les dispositions spécifiques qui survivront quoi qu'il en coûte. Et donc, la question de ce que l'on peut faire durant la période transitoire a possiblement une incidence, juridiquement déjà, sur les accords qui auront vocation à pouvoir survivre, notamment au titre des stipulations spécifiques. Et puis, bien au-delà de cela, c'est que de toute façon, dans une branche, il y a des rapports de force, comme on l'a dit, il y a de la politique aussi, il y a des audaces, il y a de la dynamique impulsée. C'est le critère de dynamisme est un critère de reconnaissance de la qualification de la branche. Et donc, il peut y avoir des actes de signature d'accords propres aux anciens environnements. C'est sans doute utile que les accords anciens puissent continuer à vivre, néanmoins dans la limite de la prise en compte de l'environnement conventionnel nouveau. C'est d'ailleurs à cela que pousse la DGT dans les recommandations qu'il formule. Alors, une fois qu'on a évoqué cette question, il faut savoir avec qui on négocie. Et ça, c'est une nouvelle difficulté, parce qu'effectivement, on a une difficulté dans la difficulté, d'ailleurs, c'est que pendant la période transitoire de 5 ans, il y aura le couperet d'une nouvelle mesure de représentativité, de sorte que
à partir de la nouvelle mesure de représentativité, c'est clair, on aura de la représentativité qui sera déclinée au niveau de la nouvelle branche, et donc j'aurai plus des acteurs propres à chacune des sous-branches. Mais dans la première période, je vais avoir des acteurs des sous-branches dont la représentativité, en tout cas le score électoral, va être maintenu pour permettre d'avoir une mesure agrégée au niveau de la nouvelle branche. Ce qui ne veut pas dire, à mon sens, que les acteurs anciens conservent une représentativité propre à leur sous-ensemble. Mais ça crée une ambiguïté intellectuelle, en tout cas, qui n'est pas forcément facile à manipuler. Et ce qui veut dire aussi que, à mon sens, dans le nouvel ensemble, à partir du moment où la fusion est prononcée, soit par un accord, soit par l'administration, tout le monde doit négocier tout. C'est-à-dire que même si on continue à négocier sur les accords anciens, on négocie avec tout le monde, ce qui est normal, parce que c'est un droit de regard au sein de la nouvelle branche par l'ensemble des partenaires. Voilà, donc ce sont des difficultés très concrètes, très pratiques, parce qu'effectivement, ce ne sont pas des fiançailles, on est mariés, pour autant on se regarde du coin de l'œil, et quand on doit toucher au tissu conventionnel de son époux, de son conjoint, on n'est pas tellement habitué effectivement à cela, et donc il faut qu'on arrive à faire vivre tout ça. Et ne pas le faire, ne pas inviter, c'est remettre en cause éventuellement la légitimité de l'accord, en tout cas la validité de l'accord, avec les conséquences qu'on peut emporter. Et je sais qu'il y a des contentieux sur le sujet. Donc on a un vrai régime juridique à décliner. Vous avez qualifié de baroque, Monsieur le Président. C'est vrai, ça paraît excessivement baroque, mais c'est surtout ça rend le sujet très malaisé à appréhender pour les personnes qui sont effectivement amenées à piloter le sujet. C'est complexe. Et c'est dommage d'avoir effectivement mis de la complexité sur cette complexité en ne donnant pas des règles un peu plus claires, puisque effectivement, quand il y a des interstices, il y a toujours effectivement les uns ou les autres qui peuvent soit faire du beau droit et créer de l'interprétation, mais aussi s'en saisir pour créer des difficultés. Je pense que dans un moment qui est compliqué, celui de la création d'une branche restructurée, il aurait été utile qu'on ait des règles plus claires, mais elles vont se dessiner. Voilà, donc il me semble que... pardon, je me suis un peu perdu. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Alors, si je résume un peu ce que tu nous as dit, c'est... Bon, finalement, cette période transitoire, ça a été assez confortable côté entreprise, parce qu'on a dit, grosso modo, on a mis les dispositions de chacune des conventions collectives les unes à côté des autres, et finalement, ça ne change pas beaucoup pour les entreprises. Mais par contre, effectivement, pour faire évoluer le tissu conventionnel dans cette période, et naturellement, les sujets de gouvernance, au niveau des branches, deviennent des sujets, pour l'instant, assez aigus, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'organisations syndicales qui perdent leur représentativité. Alors, elles vont avoir le droit de venir assister à ce qui se dit, mais enfin, ça ne va pas tout faire. Et puis, évidemment, on va arriver à l'expiration de la période de 5 ans. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de conventions collectives qui sont déjà restructurées, qui sont déjà arrivées à la période de 5 ans. Il y en a. Bon, la majorité. Il y a encore eu effectivement des restructurations. On n'a pas eu beaucoup de. On n'a pour l'instant pas encore eu beaucoup de remous de ce point de vue-là. Mais en tout cas, ça pose la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir maintenir et quelles sont les situations spécifiques qui vont justifier. Vous voudriez intervenir? Je voudrais juste dire un mot pour rappeler l'attention sur une particularité de cette procédure qui, moi, me choque un peu, même si la solution n'est pas évidente. Je pense que le plus grand pouvoir qu'a l'administration dans toute cette procédure de restructuration, c'est que pour toutes les restructurations dont elle est à l'initiative, c'est-à-dire 90%, c'est elle qui désigne la convention collective de rattachement. C'est-à-dire que quand on fusionne A et B, si c'est B qui a la convention collective de rattachement, pratiquement, dès le début, on désigne le vainqueur, puisque si le vainqueur ne bouge pas et refuse de signer un accord, c'est sa convention collective. Et donc, je trouve que ça crée quand même une forme de déséquilibre dans le rapport de force que, par exemple, dans une négociation normale, on ne supporterait pas, enfin, on n'accepterait pas.
je me trompe peut-être, mais on peut imaginer que l'administration va prendre en compte quand même l'importance des populations de chacune des branches initiales. Oui, mais enfin, moi j'ai traité très peu, mais j'ai traité quelques cas de restructuration. C'est quand même la donnée de rapport de force qui s'impose tout de suite. Quand vous prenez un dossier comme ça, vous dites, bon, ben alors, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la Convention A qui applique sa convention collective et qui l'impose quand même. Alors bien sûr, l'administration fait ça, ce sont des critères objectifs, je veux dire, c'est pas du tout à la tête du client. Mais il y a quand même un déséquilibre dans la procédure qui est pas très satisfaisant. Vous avez raison, Monsieur le Président, d'autant qu'effectivement, même quand c'est un accord, il faut qu'on détermine quelle sera la branche de rattachement au terme du délai de 5 ans. Donc dans les deux cas, de toute façon, ce point de départ, mais il peut donner aussi enfin, moi, je l'ai constaté dans des hypothèses, effectivement, les faibles, dans un réflexe de survie, peuvent être tentés, en particulier, c'est pour ça que je l'évoquais, de vouloir conclure des accords coûte que coûte pour peser de leur poids sur les négociations de l'ensemble et éventuellement adopter des dispositions qui pourraient devenir des stipulations spécifiques. Et d'où l'importance, effectivement, de savoir avec qui on doit négocier dans ces sous-ensembles les accords durant la période intercalaire. Et d'où l'importance, effectivement, que l'ensemble des partenaires de la branche y soient invités, ce qui n'a pas toujours été le cas en pratique. Et je suppose que des accords ont été signés, pas nécessairement dans les conditions requises. Donc et plus finalement le régime juridique va s'affiner, plus certains iront le regarder au microscope et on aura à rebours, à mon avis, des difficultés. Oui, vous avez raison, c'est aussi une incitation à négocier. C'est pour ça que ça a été fait. Philippe. Alors, un commentaire sur ce dernier propos commun d'Arnaud et de Monsieur le Président. C'est une fusion sans dominant. Honnêtement, notre histoire économique démontre qu'il y a toujours un rapport de force dans une fusion et que si les choses sont posées à l'origine, c'est finalement pas si mal que ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des règles du jeu qui sont nécessaires et que l'enjeu d'une fusion, d'un rapprochement, pour être un peu plus pudique, c'est effectivement d'aménager les conséquences d'un rapport de force et non pas de l'instituer. Ça me paraît fondamental. Et on se rend bien compte que dans ce processus actuel, il y a un enjeu de cette restructuration des branches qui est de clarifier, de simplifier, de réinterpréter un certain nombre de dispositions qui étaient pour certaines d'entre elles obsolètes et depuis très longtemps. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est qu'il y a tout un travail qui a été fait par les partenaires sociaux qui est déjà de réécrire, de réinterpréter, de dépoussiérer un certain nombre de dispositions. Mais évidemment, le cœur du sujet n'est pas là. Le cœur du sujet, c'est l'harmonisation ambitieuse. Le rêve initial du législateur qui était d'harmoniser l'ensemble, c'est-à-dire de faire absorber complètement le dispositif rapproché vers le dispositif de rapprochement, et que la position du Conseil constitutionnel, qu'elle soit audacieuse et de mon point de vue assez judicieuse, parce qu'elle permet de prendre en compte la liberté des négociateurs et de garder cette ouverture qui est de garder, en fait, conserver des dispositifs spécifiques. Et plus on agglomère, plus les populations qui se regroupent sont des populations qui ne se ressemblent pas. Et les commentaires depuis ce matin démontrent bien qu'effectivement, on a dans ce champ des conventions collectives fusionnées des ensembles qui sont extrêmement disparates et qu'il faut réussir à faire vivre ensemble. Donc le principe de la disposition spécifique est un principe que je trouve plutôt judicieux. Plutôt judicieux, sa mise en pratique sera nécessairement beaucoup plus complexe. Mais sur le principe, c'est-à-dire de revoir un peu l'ambition générale d'un texte de 3 articles, écrit effectivement de manière très, très globale, je crois que la formule de M. Ramin, c'était peu bavard, disait-il ce matin. Évidemment, c'est peu bavard. Et c'est donner aux partenaires sociaux l'idée de se mettre d'accord. L'idée est belle, l'idée est romantique. Mais nous avons constaté que lorsqu'il faut, en 5 ans, et c'est très rapide, réussir à mettre en place un dispositif commun, un dispositif équivalent, en réalité, 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, l'état des lieux est que le rapprochement n'est pas si efficient que ça, et qu'il reste beaucoup de dispositions spécifiques, et que nous avons des secteurs d'activité dans lesquels le champ du spécifique est largement supérieur au champ de l'équivalent.
Est-ce qu'il faut le regretter? Pas forcément, puisque la marche ou le chemin n'est pas terminé et que probablement les négociations vont continuer et que ce délai de 5 ans, on ne va pas s'arrêter à son entrée en vigueur. Mais pour autant, on voit bien que l'idée de rapprocher à 100%, l'idée de rapprocher intégralement était une ambition qui n'était pas atteignable et que le Conseil constitutionnel a, à mon avis, à juste titre, revu à la baisse. Alors ensuite, on a évidemment des inquiétudes juridiques qui sont fortes et qui n'ont pas été levées ce matin. Puisque lorsqu'il a été évoqué des questions de dispositions spécifiques, il a été dit par la DGT qu'elle prendrait un arrêté d'extension qui serait en capacité de clarifier le point et de dire finalement si les partenaires sociaux ont adopté des dispositions spécifiques qui pourraient être contestées, il nous a été dit ce matin que l'arrêté d'extension pourrait éventuellement corriger cette lacune. J'en doute. Deuxièmement, il a été dit que les différences de traitement que pourraient faire naître ces dispositions spécifiques seraient probablement à l'abri du juge et que ce juge pourrait éventuellement ne pas avoir droit de regard sur ces différences de traitement au motif peut-être qu'elles ont été édictées par une norme collective. Et la jurisprudence de 2015, mais assez largement revue par celle de 2019, et puis le spectre du droit européen fait que probablement cette différence de traitement pourra être contestée. Pourra être contestée probablement dans l'hypothèse où il ne s'agit pas de comparer des avantages de même nature. Il s'agit de comparer des situations équivalentes. Et le sujet est complètement différent. Il y a dans des conventions collectives différentes énormément de situations équivalentes. Quand vous rapprochez de conventions collectives, vous avez des gens qui font des métiers évidemment différents. Principalement les gens qui sont au cœur des métiers des conventions collectives, qui sont des opérationnels, et parfois ou souvent ont-ils des métiers différents. En revanche, il y a tout un tas de métiers qui sont des métiers plus fonctionnels que vous allez retrouver d'un côté comme de l'autre. Et là, vous allez être dans une situation dans laquelle vous aurez des comptables qui auront des avantages spécifiques que les mêmes comptables de la convention collective de rapprochement, manifestement, n'auront pas. Est-ce que ce système est un système qui est complètement sécurisé juridiquement au motif que cette disposition spécifique aura été adoptée, validée par les partenaires sociaux ou par l'administration? Je n'en suis pas certain. Et la gourmandise de l'avantage spécifique est là, puisque nous avons, beaucoup d'entre nous, constaté que les systèmes de classification vont, pour beaucoup d'entre eux, cohabiter après le rapprochement. Mais c'est humain, parce que les systèmes de classification, d'abord, on n'a pas envie d'en changer. Les praticiens que nous sommes savent la douleur et la difficulté de le faire. Donc les systèmes de classification sont-elles des situations différentes? J'en suis pas persuadé. Nous avons, dans la convention collective des avocats salariés, que tu connais bien, Joël, ou des personnels des cabinets d'avocats, décidé de maintenir, je dirais, la prime de 13e mois, ou plutôt, c'est plus subtil, le versement de la rémunération en 13 mois. On sait ce sujet qui est un serpent de mer, on se dit, est-ce que c'est un avantage spécifique aux bénéfices que sont ceux qui sont payés sur 13 et pas sur 12? On a évidemment devant nous un certain nombre de sujets qui vont poindre et qui vont nous obliger à démontrer qu'il y a des situations spécifiques. Voilà, donc on a tout un tas de clauses aujourd'hui qui généralisent quasiment les dispositions spécifiques. D'ailleurs, il faut quand même le savoir. C'est humain parce que le rapprochement, c'est pas aussi évident que ça. Avec la fusion, c'est pas aussi évident que ça. Et que la décision du Conseil constitutionnel a ouvert le champ à cette réserve, mais que finalement, c'est assez naturel et c'est assez sain d'une certaine manière. Le problème, c'est qu'il faut garder ce temps et cette entente entre les partenaires sociaux pour que, avec le temps, et à force de s'entendre et de se voir, ces dispositions spécifiques puissent progressivement disparaître. Parce qu'on a un autre sujet, c'est la cohabitation entre des organisations patronales qui n'ont pas du tout l'habitude de cohabiter. Je crois qu'il y a une question qui a été posée tout à l'heure sur des secteurs et des corporatismes. Mais ça va bien au-delà des corporatismes. C'est-à-dire qu'on a chacun qui a la volonté de garder son histoire, de garder sa culture et d'éviter de basculer sur un régime commun. Et la fusion, en fait, l'enjeu d'une fusion, et ceux qui en font dans le monde des affaires savent très bien que ça prend des années et des années avant que la fusion ne soit effective. On aura probablement un sujet de cette nature. Si on peut se préserver
de contentieux dans l'intervalle, mais nous n'en sommes pas à être. Effectivement, ça serait judicieux, mais moi, je ne suis pas du tout rassuré par cette notion de disposition spécifique. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, elles ont été rédigées, adoptées, par d'ailleurs des partenaires sociaux qui, à la différence de ceux qui travaillent dans cette maison, sont très peu formés. Alexis, la formation des acteurs est une préconisation complètement judicieuse, mais pas totalement irréaliste non plus, parce qu'on est quand même dans des domaines d'activité où vous n'y arriverez pas. Désolé de vous le dire, c'est qu'on ne va pas réussir à adopter ce niveau de maturité tel que vous l'espérez, en tout cas pas à court terme. Arnaud, tu voulais rebondir sur... Oui, moi je partage l'inquiétude de Philippe par rapport à l'interprétation qu'on peut faire de ces stipulations spécifiques. Effectivement, le Conseil constitutionnel l'a consacré, il a été repris par la loi, et c'est bien heureux. C'est bien heureux parce qu'il apporte une précision qui était utile. Maintenant, sur la manière dont les différents acteurs, et singulièrement l'administration approche le sujet, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que moi, je ne peux pas imaginer que, de près ou de loin, une convention collective restructurée se retrouve au final avec une addition d'annexes qui sont les anciennes conventions collectives. L'intention du législateur n'est pas celui-là. Je me demande même s'il n'y a pas un problème de qualification de l'accord en lui-même. Enfin, je vous laisserai proposer une solution. Et en tout état de cause, je suis encore sur des situations objectives différentes, comme tu les as qualifiées, Philippe, je te rejoins. Les différences sectorielles, franchement, ça va être très compliqué à déterminer. Ça va être très compliqué. Alors quand, effectivement, je vous entends, Monsieur le Président, nous rappeler que le Conseil constitutionnel a donné presque une légitimité aux accords sectoriels, oui, mais pour autant qu'effectivement, au sein de ces secteurs, on puisse vraiment justifier de différences objectives, notamment au terme des métiers, etc. Et je ne suis pas certain que... Alors, on a évoqué des situations dans lesquelles des branches qui n'ont pas grand-chose à voir se rassemblent, finalement. C'est toi qui le soulevais. Mais il y a beaucoup de situations dans lesquelles les branches qui se rassemblent précisément parce qu'elles se ressemblent. Et donc, les différences au titre des accords sectoriels, c'est, à mon avis, une situation juridiquement explosive. Mais si je résume, parce que vous êtes tous les deux très inquiets, mais il faut être rassurés. Moi, j'ai entendu ce qui a été dit. On a dit, les situations spécifiques, on a le droit de les traiter de façon différente. Et qui va juger de si la situation est spécifique ? C'est la volonté des partenaires sociaux. Donc tout ça nous laisse finalement assez tranquilles. Pourquoi être aussi inquiet ? Finalement, c'est bien ficelé, finalement. On parle d'une situation spécifique, on ne sait pas ce que c'est, et on ne sait pas ce que c'est, et c'est les partenaires sociaux qui le définissent. Et ils sont souverains dans leur définition. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment souverains ? Vous avez commencé à mettre une petite pierre dans le jardin en expliquant que, alors, quand ça va être issu de dispositifs communautaires ou quand on est dans l'égalité de traitement, dans la discrimination, est-ce que vraiment on va pouvoir se permettre de dire que les partenaires sociaux sont souverains ? C'est là où, effectivement, on peut être peut-être pas inquiet, parce qu'il ne faut pas exagérer, c'est quand même notre métier d'aller défendre ces situations-là. Mais en tout cas, on peut être un peu plus réservé, c'est vrai. Et on peut être... je me réfère aussi il me semble, à une proposition qui a été formulée dans le pré-rapport Ramin, qui existe sans exister, mais qui évoquait justement ce sujet, preuve d'une certaine inconfort. Alors, j'aime bien l'idée que vous avez évoquée tout à l'heure de dire qu'il faut du temps pour que s'installe une restructuration, et je pense que les stipulations spécifiques permettent ça. Mais comme tu l'as dit, il faut que ça s'inscrive dans le temps, il faut qu'on les abandonne progressivement. Si c'est un moyen pour permettre d'avoir effectivement un amortisseur avec ceux qui ont une plus grande maturité, qui peuvent aller plus vite que d'autres qui ont besoin, parce que c'est peut-être plus plantureux, allons-y comme ça. Mais en revanche, en ce qui concerne les stipulations spécifiques, dans le pré-rapport Ramin, il y avait quand même un inconfort de l'administration, donc du législateur possiblement vis-à-vis de cette question, puisqu'il disait qu'il fallait que ça change. Il proposait deux formules, une formule à minima qui était de cristalliser dans le texte de loi
la formulation du Conseil constitutionnel en disant ça verrouillera un peu mieux. Donc preuve que le texte actuel était quand même pas totalement satisfaisant, et d'aller plus loin en basculant d'une présomption d'égalité du fait de la conclusion de l'accord collectif à une conformité de l'accord dès lors qu'il était conclu. Donc voilà, je tirerai juste cette observation. Ce que je vous propose, c'est qu'on donne la parole à la salle maintenant. J'ai cru comprendre que c'était ce qui était proposé. Qui veut la prendre ? Ah oui, avec un micro. Toujours pas. Bonjour, c'est le fait de se lever que ça fonctionne alors. Samantha Foulon, je suis déléguée générale de la Fédération Maillage, donc maintenance industrielle et assainissement. Je vous remercie, Maître Rozek, pour votre mot sur les métiers. Je pense que la solution positive pour arriver à avancer sur les restructurations, c'est vraiment la notion de métier. Pourquoi ? Parce que les métiers, en fait, tout simplement, ce sont des métiers dans les entreprises. Les entreprises sont représentants au niveau syndical patronal, au niveau des organisations syndicales de salariés. Donc c'est bien les entreprises et les métiers qui sont vraiment générateurs et à l'initiative de restructuration. Et je pense qu'il faut vraiment prendre en considération aussi l'évolution du tissu économique français, parce que je pense que quand on a des différentes activités pour une entreprise, par exemple d'assainissement, pour prendre cet exemple-là, on se fait à l'idée, en ayant des interlocuteurs divers et variés chez les particuliers, les industriels, les écoles, les hôpitaux, qu'il y a des métiers qu'on peut développer à côté. Et on se dit, pourquoi pas ? Et ensuite, ça leur parle. Et ensuite, on se dit, mais pourquoi pas se rapprocher de tel et tel secteur d'activité pour ensemble avancer, notamment, pourquoi pas, sur la formation professionnelle, sur la création de diplômes et de certifications qui sont plutôt communs. Et dans ce sens-là, d'amorcer un travail de discussion dans les fédérations pour pouvoir avancer sur cette idéologie de restructuration. Donc je pense qu'il faut rester positif, effectivement, et compter sur les dispositions spécifiques pour arriver à une restructuration dans les différents secteurs. Ce que vous dites, madame, est juste, et on a été peut-être avec Arnaud un tout petit peu négatif, mais ce que vous dites est tout à fait juste, et en fait ça peut donner de la consistance à une négociation qui est cruciale aujourd'hui dans les branches, qui est la négociation de l'attractivité, en fait, et de réussir à donner de la consistance. On a vu que les branches ces dernières années étaient accusées par les entreprises de la branche d'avoir des négociations qui étaient un peu vaporeuses, un peu théoriques, sous format un peu de recommandation. Et l'attractivité, qui est un sujet majeur, économique important, peut-être que ce que vous dites, c'est aussi l'occasion ou l'angle pour aborder cette question de l'attractivité et de la négociation de l'attractivité, qui est d'ailleurs en lien avec la formation professionnelle, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et donc de raisonner filière, effectivement, c'est probablement ce que les branches n'ont pas fait jusqu'alors et qui va peut-être être un virage important de cette réforme. C'est possible. Vraiment très très important en fait. La notion de filière, elle est essentielle parce que par exemple nous actuellement dans l'assainissement on va travailler avec d'autres fédérations professionnelles que sont le déchet, que sont la propreté et sur ce travail-là on va travailler sur la filière environnement avec l'éducation nationale, sur des CAP, sur des bacs pro, des BTS où on va mettre en place différentes compétences et qui vont parler aux élèves finalement parce que les élèves dans les lycées pro ils vont avoir une connaissance assez large de plein de métiers et ça va amener en fait à réfléchir sur la nécessité de pouvoir avancer ensemble sur d'autres sujets que la formation professionnelle. Voilà, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ? Merci beaucoup. Renaud Giroudet, Fédération du commerce et de la distribution. Juste pour illustrer les inquiétudes, en tout cas que vous pouvez évoquer, nous on est face à une problématique. La convention collective du commerce de détail et de gros après dominance alimentaire s'applique aux entreprises de plus de 11 salariés. Celle du commerce alimentaire non spécialisé aux entreprises jusqu'à 11. La première comporte un 13e mois et des pauses payées, ce qui fait que le premier niveau de salaire débute à l'année 3 000 € brut au-delà du SMIC.
La deuxième ne l'a pas, non pas pour des raisons culturelles, mais pour des raisons économiques. C'est-à-dire que les petites structures, les entreprises effectivement de moins de 11, ayant beau exercer la même activité, n'ont pas pu mettre en place ce type de dispositif. Une convention collective unique aurait parfaitement du sens. D'ailleurs, on est même passé pour nos certificats de qualification professionnelle à une co-certification, de manière à éviter à la plus petite des deux branches à développer tout le travail de mise en œuvre de ses propres CQP. Les métiers sont pour beaucoup les mêmes. Quand vous allez faire vos courses dans une supérette, alors si c'est un supermarché de 30 salariés, vous doutez bien que c'est dans la convention collective IDCC 2216. Quand vous allez dans une supérette, vous ne savez pas si c'est une entreprise unique, franchisée, de moins de 11 salariés, ou si elle appartient à une entreprise intégrée. Donc la situation spécifique de l'hôte de caisse, moi je veux bien que les partenaires sociaux, dans un éventuel accord de fusion des champs, évoquent la spécificité de la supérette ou de l'épicerie, ne lui permettant pas de financer un 13e mois et les pauses payées, et que par conséquent ceci doit durer au-delà des 5 ans, face quand même à l'existence d'un texte qui dit que pendant 5 ans il n'y a pas de différence, il n'y a pas de discrimination en gros, mais sous-entendu après quand même la question se pose. Je voudrais bien être certain, avant de négocier un accord de fusion, que la Chambre sociale, contrairement à ce qu'elle fait sur nos forfaits jours régulièrement, s'arrêtera bien à la barrière que constitue l'arrêté d'extension. Parce que tous nos forfaits jours qui se sont fait ramasser étaient étendus. On l'a vécu nous-mêmes dans notre branche. Et voilà, ça n'est en rien une sécurité juridique. Donc, est-ce que le juge civil, judiciaire, acceptera effectivement cette logique de négociation collective dans 10 ans, dans 20 ans? Et est-ce qu'il ne considérera pas que l'éventuel accord que nous avons signé en l'état actuel des textes, c'est-à-dire il y aurait un texte venant dire qu'on peut avoir effectivement des annexes sectorielles et etc. Alors après, il y a toujours la question européenne qui peut se poser. Mais en tout cas, au moins en droit français, je pense que nous aurions un minimum de sécurité et qui nous engagerait beaucoup plus résolument dans des voies de rapprochement à l'égard desquelles aujourd'hui on est bloqué quand même par des incertitudes dont vous êtes fait l'écho et qui nous empêchent de faire prendre ce risque à des entreprises. Merci. Ah. Merci. Monsieur Gatineau. Ah non, pardon. Agnès Caratero, directrice juridique de Silae, éditeur de paye. Je suis ravie d'ailleurs parce que le professeur Bugada tout à l'heure a évoqué qu'il y avait des impacts pour les éditeurs de paye. Et effectivement, c'est un boulot à temps complet de décrypter tout ce qui se passe au niveau de ces restructurations. Moi, j'avais une question un peu plus pratico-pratique sur l'histoire des dispositions spécifiques maintenues. Vous avez évoqué le fait que quand il y en a trop, quand on discute sur ces dispositions, moi, le problème que j'ai, c'est quand il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'un rapprochement, on va dire, subi, c'est-à-dire que c'est un arrêté ministériel qui met en place une fusion entre deux branches, qui détermine la branche de rattachement, puis on arrive gentiment à la fin du délai de 5 ans, et puis on est face à 2 conventions qui ont des spécificités, et puis la petite, celle qui va se faire manger, entre guillemets, malgré le fait qu'elle ait des dispositions spécifiques, rien n'a été négocié parce qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord. Et oui, effectivement, il n'y en a pas, sauf qu'à un moment donné, il faut calculer un bulletin de salaire. Au bout de la période transitoire de 5 ans, on n'a plus qu'une seule convention qui s'applique, celle de rattachement. Et puis les petits fusionnés, eux, ils existent toujours, ils travaillent toujours dans leur même secteur. Ils n'ont plus la même convention collective, ils n'ont plus la même classification, sauf que ça n'a rien à voir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait au milieu ? C'est une situation complexe, le vide juridique aussi. Et quand on est juriste, il n'y a rien qui fait plus peur que le vide juridique. Et en plus, quand on a le vertige comme moi. Je sens que monsieur le professeur veut vous répondre. Non, je n'ai pas la réponse absolue à ce sujet-là, mais la question de la paye, c'est le sujet le plus immédiat. C'est lui qui est le plus sensible là, actuellement. Il faut trouver des solutions vite et bien. Et quand il n'y a pas de réponse, il faut prendre des décisions. Qui les prend ? Le chef d'entreprise. Donc c'est à lui qu'il faut dire comment je paramètre mon logiciel pour vous. Est-ce que vous maintenez finalement l'ancienne convention collective à titre volontaire ? Et donc on est sur des logiques de source assez classiques. Voilà. Je sens qu'Arnaud a envie de je termine juste sur ce point-là, mais après, on rebondira. Mais on avait un peu croisé le fer doctrinal avec la DGT dans le passé.
Mais à propos de la suppression des IDCC, tout le problème, c'est qu'on a le ministère qui émet une opinion sur la cessation, la disparition de conventions qui sont des contrats de droit privé. Il y a une sorte de préemption d'un sujet sans même qu'une autorité judiciaire ait pris la main sur le sujet. Et vraiment pour terminer, pardon, j'en profite, ma plus profonde inquiétude, c'est qu'en plus, avec le développement des actions judiciaires ut singuli, où désormais un individu, un salarié notamment, peut exciper l'exception d'illégalité, y compris sur les conditions de validité de l'accord. Alors on a vu que c'était quand même un peu l'usine à gaz pendant et après. Vous imaginez ce que ça peut faire comme dégâts dans les contentieux individuels. D'où, à mon sens, l'importance, lorsqu'il y a un contentieux, il faut inviter les juges à mettre en cause les partenaires sociaux pour qu'ils puissent discuter de ce qu'ils voulaient vraiment. Et ça, c'est pas ce que dit la Cour de cassation. Hein. C'est juste une faculté. Et ce qui est terrible, c'est que dans le système, finalement, via l'action juridique ut singuli, vous avez un minoritaire, un salarié ou un syndicat minoritaire qui n'a pas participé à l'accord, qui vient agir en justice pour refaire finalement le match de l'intérieur sans que les partenaires sociaux désignés comme représentatifs puissent être entendus dans le débat. D'où l'importance de, à mon avis, surtout au niveau prud'homal, puisqu'on est en présence de partenaires sociaux, mais que systématiquement, on interroge les CPPNI. Quelle est votre opinion, votre doctrine sur ce sujet-là? C'est une question, à mon sens, majeure. J'ai été trop long. Merci. Juste une petite précision par rapport à l'observation que vous formulez. Au terme de la période de 5 ans, si c'est une fusion administrée, mais peu importe à la limite, et qu'un accord n'est pas conclu, les stipulations spécifiques, elles existent. Et c'est là la difficulté. C'est que vous dites effectivement, il se retrouve sans rien. S'il se retrouve avec quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est pour ça que nous, on a manifesté, non pas du négativisme, mais une inquiétude. Parce que, effectivement, vous allez devoir paramétrer en déterminant ce que sont ces stipulations spécifiques pour lesquelles on ne nous a pas dit exactement ce que c'était. Alors, il y a un peu de littérature du côté de la DGT, notamment sur les questions d'effectifs, qui peuvent être considérées comme, effectivement, un paramètre pour déterminer les niveaux de dispositions spécifiques. Mais c'était surtout sur cela qu'on voulait insister, c'est que dès lors qu'effectivement, on est à l'aveugle sur ce que sont les dispositions spécifiques, c'est les entreprises qui vont devoir prendre leurs risques. J'ajoute sur ce point, Joël, une seconde, j'ajoute sur ce point que la DGT nous dit quand même que c'est aux partenaires sociaux qui ont échoué dans la négociation de dire quelles sont les dispositions spécifiques sur lesquelles ils ont échoué à négocier, ce qui est quand même une situation très particulière. Je crois que Franck Morel voulait... Oui, merci Joël. Non, je voulais juste mettre au débat 3 sujets de réflexion qui me paraissent intéressants sur une question dont on n'a pas fini de parler. On voit à quel point les questions sont nombreuses et passionnantes. La première question sur laquelle je voudrais mettre un coup de projecteur, c'est une question toute simple, qu'il est, à mon avis, souvent sain de se poser et qui permet peut-être d'éclairer d'un regard supplémentaire toutes les questions qu'on est en train de se poser sur la force de l'opposabilité des dispositions spécifiques, indépendamment de leur identification. C'est pourquoi la restructuration des branches. Pourquoi est-ce que est engagée une démarche de restructuration des branches? Et Arnaud Tessier citait tout à l'heure le rapport, le fameux rapport qui n'est jamais sorti, le rapport Ramin. Au début du rapport Ramin, il y a un passage qui est extrêmement intéressant de ce point de vue. C'est un passage dans lequel Pierre Ramin essaye d'expliquer pourquoi, effectivement, est engagé depuis un certain nombre d'années un processus de restructuration des branches. Et quand on examine cette question du pourquoi, on se rend compte que la réponse au pourquoi, ou les réponses au pourquoi, sont en réalité souvent des réponses qui renvoient non pas au contenu des textes, mais à la capacité d'action des acteurs. Et donc, du coup, c'est le débat qui amène aussi la seconde question, c'est unification du texte versus unification du périmètre d'appréciation de la représentativité des acteurs. C'est-à-dire, est-ce que la mère de toutes les batailles, c'est le fait d'avoir un seul texte, ou est-ce que la mère de toutes les batailles, c'est le fait d'avoir un seul périmètre de mesure de la représentativité? Et effectivement, je pense que, on voit bien dans les réponses que c'est plutôt la deuxième orientation qui renvoie à la capacité d'action des acteurs et qui permet peut-être de donner des clés pour interpréter justement la force de l'opposabilité des fameuses dispositions spécifiques.
La deuxième question que je verse au débat, et elle est d'actualité parce qu'on est en phase de mesure de l'audience, enfin de dépôt des dossiers en vue de la mesure de l'audience, du cycle quadriennal de mesure d'audience, c'est précisément l'interaction entre ces questions et les périmètres justement de mesure de la représentativité. Alors on a les fameux périmètres assimilés à une branche, on a toute la jurisprudence autour du fait de demander dans un périmètre spécifique une mesure de représentativité, et on voit bien que tous les arrêts qui sont intervenus jusqu'alors, c'est toujours des périmètres supra-branches, jamais des périmètres infra-branches. Et donc c'est quelque chose d'intéressant par rapport notamment à cette question. Et puis le troisième sujet que je verse à la réflexion, qui est un truc assez atypique, on voit bien que tout a été organisé dans les textes pour favoriser des mariages. Quid en cas de divorce ? J'ai eu à connaître il n'y a pas longtemps une situation précisément de divorce. Et quand on regarde la manière dont sont organisés les textes, tout est fait pour donner un certain nombre de réponses en cas de mariage. En cas de divorce, et notamment alors avant ou après les 5 ans, la situation peut parfois s'avérer extrêmement complexe. Voilà, 3 sujets de réflexion. Merci. Bien, on me fait signe pour dire que notre table ronde doit maintenant s'achever. Donc je vous remercie de votre attention et puis je pense qu'on passe à la table ronde suivante.